Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai 72 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'une chose très importante, ce sont les cartes. Alors, pour les cartes, chaque fois que je vous parle de cartes, je vous parle de Navigraph. Mais il existe une alternative à Navigraph que j'ai découverte récemment et que je voudrais vous montrer maintenant. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Alors voilà. Donc il y a un site qui s'appelle ChartFox. Donc vous le cherchez comme ça, vous rentrez dans Google Chrome ou dans votre navigateur, n'importe lequel, ChartFox, et vous faites entrer pour chercher. Et vous avez ici chartfox.org et vous cliquez sur chartfox.org Free Flight Simulation Charts. OK. Et là, on vous dit que vous pouvez chercher un, votre n'importe quel aéroport. Alors moi, je vais vous montrer là EDDL, hein, qui est Düsseldorf, l'aéroport de Düsseldorf. La première fois que vous allez rentrer là, en fait, vous n'aurez pas ça. Alors il faut que je vous montre quand même comment ça marche. Pour vous loguer, en fait, il faut vous loguer à partir de Batsim. Vous allez voir, je vais fermer là. Voilà. Il faut faire login, ici. Donc on clique sur login. Et ici, on vous... moi déjà, je me suis déjà logué, donc j'ai l'impression que chaque fois... Bon, en fait, la première chose que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur Batsim, Join Here. Donc vous vous inscrivez sur Batsim. Voilà, c'est la première chose à faire. C'est pas très compliqué. Vous suivez les indications qu'on vous donne et vous recevrez à la fin un identifiant et un mot de passe qui vous serviront. Donc, une fois que vous êtes sur Chartbox, on va vous demander votre identifiant VATSIM, etc. Donc, vous le faites. Et après, vous voyez, chaque fois que vous allez sur le site, une fois que vous êtes loadé, une fois, et bien une fois que vous êtes inscrit, une fois et que vous êtes logué une fois, voilà, on va se loguer à nouveau, eh bien, vous avez tout le temps votre VATSIM qui reste, vos indications VATSIM qui restent, qui fait que vous n'avez pas besoin de le recommencer. Donc, ici, je rentre EDDL, donc, qui est Düsseldorf. Voilà, je charge. Et j'arrive sur, voyez, sur cette page, hein, qui est EDDL. Alors, ici, vous avez vous pouvez choisir soit le général, soit le taxi, soit les sites, soit les stars. Et là, vous avez encore d'autres choses. Je ne sais pas bien ce que c'est, on va agrandir. Les approches, voilà. Voilà. Donc, c'est les cartes, vous avez toutes les cartes. Alors là, bon, on est sur EDDL. Je vais vous montrer, donc, on va voir sur taxi, la carte de l'aérodrome. Elle va s'afficher ici. Voilà. Donc, vous avez la carte de l'aérodrome. Vous pouvez l'agrandir. Voilà. Et vous pouvez même l'agrandir encore plus, comme ça, hein, si vous ne voyez pas assez. Et ensuite, vous vous déplacez avec sur le côté ce truc-là. Et en bas, vous devez avoir aussi quelque chose qui vous permet de déplacer. Mais il ne faut pas être en plein écran pour ça. Et voilà, si vous voulez vous déplacer vers le bas, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin bref, voilà. Parce que là, je suis très très gros. Si je me remets en moins gros, je pense qu'on peut se déplacer aussi. Enfin, je ne sais pas exactement, mais je sais que dans certains cas, on peut se déplacer dans les deux sens, soit verticalement, soit horizontalement. Je vais quand même essayer de le refaire. Je ne sais pas pourquoi là je n'y arrive pas. Voilà, ici vous devez avoir une barre qui vous permet de vous déplacer horizontalement. Alors, je vais en dire encore pour voir. On la voit pas bien la barre là, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ces cartes? Eh bien, vous vous souvenez des cartes qu'on est obligé de payer, bien sûr, si on va sur Navigraph. Donc, moi, je suis inscrit à Navigraph. Bon, et on a des informations qui sont semblables. C'est-à-dire, sur la carte de Navigraph de EDDL, vous voyez, eh bien, j'ai les pistes exactement comme celle-ci. Donc ici, il y a la 05L, vous voyez, en bas, là, on va voir ici. Ici, vous avez la 05L. Eh bien, ici, vous avez la 05L. Alors, vous avez quelques petites différences d'ailleurs, hein. Vous voyez qu'ici, on a une élévation de 112 pieds à cet endroit-là
et eux, ils parlent de 116 pieds. Donc il y a une légère différence. Enfin bon, c'est des différences très très légères. On va aller voir d'ailleurs de l'autre côté, si on va voir la hauteur de piste, là c'est 124, et sur Navigraph, c'est donc 123. Vous voyez, bon, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Donc ça, c'est la piste 23R, vous voyez, c'est marqué là. Bon. Donc vous avez à peu près les mêmes indications, mais il faut reconnaître que sur Navigraph, c'est quand même beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus facile à lire. Donc d'autant plus que sur Navigraph, si vous avez votre avion, vous avez lancé le jeu avec votre avion et dans une place de parking de cet aéroport, ben vous pouvez le situer. Hein. Bon, là, pour l'instant, il n'y est pas. J'ai pas donné, j'ai pas ouvert encore mon jeu, mais si je l'ouvre, vous allez voir, il est là. Là, je suis prêt à voler. Si je rentre dans le jeu, je vais quand même vérifier ici tout de suite. Voilà, je vais couper tout ça. Bon, si je rentre dans le jeu, on doit pouvoir me voir sur Navigraph. Alors, attendez, il faut que je remette mon Navigraph. Voilà, voilà. Donc, si je mets ça, on va me voir sur Navigraph. Vous voyez, je suis là. Voilà. Donc, c'est quand même un peu plus pratique. Et aussi, il y a d'autres choses qui sont un peu plus pratiques. C'est-à-dire que je vais vous montrer sur ce que j'étais en train de vous montrer là, qui est maintenant ici. Donc sur ChartFox, eh bien, donc vous voyez que c'est quand même moins détaillé, c'est plus difficile à lire. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Et vous avez quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui est présent directement sur la carte ici. Ça dépend des cartes. Hein. Si on va chercher sur Lyon, par exemple, sur Saint-Exupéry, on n'aura pas ça. Ça, ce sont des cartes qui sont fournies par les aéroports eux-mêmes. C'est l'aéroport de Düsseldorf qui fournit cette carte. Alors, les cartes ne sont pas standards, si vous voulez. Sur Navigraph, les cartes sont standards, c'est-à-dire qu'elles ont toujours la même présentation. Hein. Vous avez toujours la même manière de présenter. Si vous regardez cette carte, et si vous la fermez, et si vous voulez aller sur les cartes de l'aéroport, vous avez voilà, vous avez la même chose ici. Ici, on peut choisir aussi exactement de la même manière. Mais les cartes sont toujours présentées de la même manière, et par exemple, les briefings sont placés de la même manière, etc. Alors, il y a, bon voilà, sur Navigraph, par exemple, vous avez le briefing, notamment pour le bruit, etc. Voilà, ici. Là, ça sera plus difficile à trouver là-dessus. Hein. Je vais peut-être vous montrer. Bon, ici, voilà, vous avez il faudra chercher aussi. Hein, bon. Mais c'est pas facile à trouver. Il y a une chose que je n'ai pas trouvée du tout ici aussi, c'est les longueurs des pistes quand on ne les prend pas au début. Hein, vous voyez, quand on prend une piste, quand on va décoller dans un endroit qui n'est pas le bout de piste, hein, si vous voulez. Alors, je sais que sur Navigraph, eh bien, on peut voir les coordonnées des... Attendez, je vais essayer de trouver là. Je crois qu'il y a un endroit où on peut voir... on va voir. Oui, ici. Non, c'est pas là. Attendez, on va chercher encore. Je sais que... Voilà, ici par exemple. Voilà. Vous voyez, sur cette carte là, de l'aéroport, eh bien ici, quand vous agrandissez, hein, vous avez... Quand vous rentrez par exemple sur la piste 5L par K3, là, hein, eh bien ici vous avez la longueur de la piste quand vous entrez par K3 ou par K2. Hein. Vous voyez ici là. Voilà, par K3 c'est 5643. Voilà. Ça, je ne l'ai pas trouvé sur cette charte là. Je ne l'ai pas trouvé. Alors vous me direz si vous le trouvez vous, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Je ne vois pas les longueurs de piste là. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je ne vois rien du tout. Alors, c'est triste parce que c'est quand même bien utile. Hein. Bon, là, oui, je ne vois pas. Alors bien sûr, on a tout ça, donc je vais vous expliquer maintenant. Voilà, on a tout ça. Voilà. C'est quand même très bien fait. Hein. Bon, c'est très bien fait. Alors vous voyez, il y a runway, taxiway,
Torah, Toda et Asda. Et ça, vous devez vous demander ce que ça veut dire. Ben, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer juste après, parce que ça, c'est important. Vous vous souvenez qu'on a à remplir quelquefois, eh bien, soit pour le take-off, ce que je vous ai montré souvent, qui est fait d'ailleurs par les gens de GitHub, hein, par les gens de ceux qui travaillent aussi sur Fly-by-Wire, hein, sur la 32NX. Bon, là, vous avez ce qui nous permet de calculer un take-off, soit un take-off normal, soit un take-off en flex, hein, soit un toga, soit un flex. Voilà, ici. Et puis ici, vous avez exactement de la même manière quelque chose qui vous permet de calculer, de savoir la longueur de piste qu'il vous faut pour vous poser. Voilà, très bien. Alors, ces choses-là, elles ont servi à une autre chose que je vais vous montrer maintenant dans le jeu. On retourne dans le jeu, on se positionne sur la tablette, ici, on l'allume, et vous savez que c'est la nouvelle tablette. La nouvelle tablette n'existe que sur la version développement de la 32NX. Attention, voilà. Donc je peux faire from SimBrief ici, puisque j'ai mon... Je ne sais pas si j'ai ouvert mon... Ah non, mais peut-être pas, peut-être qu'on ne pourra pas l'avoir, parce que je crois que je n'ai pas ouvert mon SimBrief. Alors je vais l'ouvrir. Je vous demande encore une seconde pour l'ouvrir. Il va falloir que je fasse une petite... voilà. Je vais faire SimBrief ici. Voilà, hop. Et je vais m'ouvrir SimBrief parce que sinon, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Ok. Et voilà, mon plan de bol, il est là. Très bien. Donc maintenant, je suis ouvert. Ça devrait marcher maintenant quand je le demande. Hein. Je vais retourner sur le jeu. Voilà. Et bien sûr, on l'a ici. Très bien. Bon. Alors, on a le plan de vol. Et ici, vous savez que dans cette nouvelle tablette, eh bien déjà ici, on a des renseignements. On a par exemple tous les renseignements sur l'avion, ce qu'il est capable de contenir. Hein. Alors, soit le chargement, qu'on peut le mettre dedans, soit, enfin bon, tous les maximums. Voilà. Alors, ça c'est important parce que le maximum zero fuel weight, par exemple, ça nous donne une indication qui est le maximum de ce qu'on peut charger dans cet avion. Hein. Voilà. On sait que cet avion fait 41 tonnes, donc si vous enlevez 41 de 64 300, hein, eh bien, ça fait donc 33, attendez, 63, 41 moins 63, on peut rentrer donc 23 tonnes dans cet avion. Hein, voilà, pas plus. Voilà. Ça vous sert à ça, déjà. Et puis, le maxi take-off weight aussi, qui est très important. Hein. Vous savez que vous ne pouvez pas atterrir à plus de... vous ne pourrez pas décoller à plus de 79 000 kg. J'étais en train de penser à atterrir parce que, bien sûr, il y a aussi des maximums, en principe, pour atterrir. Hein. Donc, on verra ça un peu plus loin. Et puis ici, donc, on a le max cargo qui est de 9435 kg. Donc dans les soutes, on ne peut pas mettre plus de 9435 kg. Hein, voilà, 9 tonnes. Voilà. Le reste, c'est des passagers. Hein. Voilà. Bon. Alors, donc une fois que j'ai vu ça, ce que je voulais vous montrer, c'est pas ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Maintenant, on a, bien sûr, ici, toujours notre top of descent. Hein, c'est ça. Et on a le landing. Alors, le landing... C'est ce que je vous montrais juste avant et qu'on avait avant ici. Et que maintenant, on a directement sur la tablette. Et si vous regardez, ce qu'on vous demande ici, c'est exactement tout ce que vous avez ici. Quand vous regardez l'ensemble, landing et take-off, eh bien, ce qu'on vous demande ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on vous demande ici. Voilà. Et il y a des choses là-dedans qui sont peut-être pas très connues de vous. Voilà. Notamment ce CWY, voilà, et notamment, par exemple, dans la tablette, où est-ce que c'est je vais vous le dire, la Runway LDA, voilà, Runway LDA, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Bon, le slope, on l'a vu, hein, c'est ce qui est là, vous savez le calculer, maintenant je vous l'ai montré plusieurs fois, hein, pour le slope, mais le slope c'est ça, hein. Le slope, c'est le pourcentage de pente, hein, soit positif, soit négatif, de la piste. OK. Donc voilà. Mais le LDA, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Ben justement, le LDA, vous ne pouvez pas le trouver si vous n'avez pas de carte.
Donc les cartes, elles vous servent à trouver tout ce qu'on renseigne ici, hein, notamment dans cette partie ici, notamment dans cette partie ici, là, attendez, dans la partie que, celle-là, là, voilà, et puis notamment dans cette partie ici, là. Bon, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas inventer, hein. L'altitude de la piste, la course de la piste, le cap de la piste, hein, si vous voulez. Et ici, donc, bon, toujours le slope, hein, qu'il faut calculer à partir des cartes, bien sûr. Et puis, le runway LDA, hein, qui reste un mystère pour l'instant. Enfin, peut-être, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on va le voir. Voilà, ça peut se trouver que sur les cartes. Donc, il vous faut des cartes pour remplir ces choses-là. Et les cartes, soit vous les avez par Navigraph, qui est un abonnement. Alors, la Navigraph, dans l'abonnement de Navigraph, qui fait un peu moins de 70 €, je crois, eh bien, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a aussi les racks, hein. C'est-à-dire que ça met les racks à jour. Là, ce que je vous montre dans ChartFox, là, eh bien, par contre, là, vous n'aurez pas les racks à jour. Les racks, faudra, vous ne les aurez pas. Donc, vos SimBrief ne sera pas à jour quand vous aurez SimBrief, hein, voilà. Donc, et puis, donc, vous aurez du mal à remplir correctement vos vols, enfin vos plans de vol. Voilà. Mais enfin, bon, c'est déjà mieux. Si on a les pistes, on peut déjà remplir toutes les perfs, hein. Donc c'est quand même super. Voilà. Pour le plan de vol, on arrive toujours à se débrouiller en jouant un peu sur les... Bon, on peut y arriver, hein, si on n'a pas le bon Irak. Mais par contre, ici, pour les cartes, c'est important de pouvoir regarder eh bien, la longueur de la piste, hein, ici. Bon, alors, donc ici, une autre chose, vous voyez, la longueur de la piste, elle n'est renseignée qu'en mètres, là, hein. Si j'agrandis, vous allez voir. Ici, vous avez un nombre de mètres, hein. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. Voilà, 2700, voilà. Donc vous avez 2700 mètres et là 3000 mètres. On ne vous le donne pas en pied. Donc pour calculer le slope, hein, eh bien, puisque là les altitudes sont en pied, vous voyez, il va falloir que vous transformiez 2700 en, en pied, hein. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Vous cherchez sur votre navigateur pied en mètres, ou l'inverse, hein, pied en mètres, voilà, hop. Pied en mètre, conversation des pieds en mètres ou conversation des mètres en pied, bon, vous pouvez le trouver facilement. Bref. Ensuite, ouais, j'aurais dû faire dans l'autre sens, hein. Mais bon, c'est pareil. Bon, voilà. Alors, on va mettre mètre en pied. Voilà, ok. Vous trouvez conversion de mètre en pied, c'est pareil. Donc ici, vous mettez votre nombre de mètres et puis... alors le nombre de mètres, on a dit que c'était 2000, je ne sais plus, 3000... attendez, il faut que je retrouve ma carte, là, elle est là. On a dit que c'était 2700, là. Bon, ben, si vous mettez 2700, bon, vous allez avoir le nombre de pieds, hein, voilà, c'est pas dur. Voilà. Donc j'envoie, et qu'est-ce que ça donne? Donc ça nous fait 8858 pieds, voilà, ok. Donc, voilà, mais vous êtes obligé de faire ça, tandis que là, bah, vous l'avez directement, hein, vous voyez, 2700 pieds, 8858, vous l'avez direct. Bon, c'est quand même des avantages, ça. Voilà. Bon, mais enfin, vous voyez que sur ces cartes, quand même, c'est des vraies cartes, hein, c'est les cartes des aéroports, bon, qui ne sont faites que pour la simulation, hein. On ne peut pas s'en servir, c'est bien prévu de ne pas s'en servir, c'est des cartes faites pour la simulation. C'est-à-dire que ça veut dire simplement que ChartFox, là, eh ben, ils ne prennent pas de responsabilité au niveau des vrais vols. C'est-à-dire qu'ils ont bien prévenu que c'était pour la simulation. Comme ça, s'il y avait une erreur ou si ce n'était pas à jour, eh ben, ils ne sont pas responsables. Bon, bien sûr, voilà. Bon, alors, ChartFox, donc c'est donc ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, ben, vous avez les sites, hein. Par exemple, on peut, alors pour chercher, alors je vais agrandir un peu là. Donc vous revenez là, bon, vous revenez, alors je ne sais plus comment on fait pour revenir, mais là, on peut revenir comme ça. Si vous mettez par exemple LFLL, hein, qui est Lyon, hein, je fais l'Aude, et là on va avoir les cartes de Lyon qui vont apparaître, hein. Donc si on va sur taxi, on va aller sur, bon là je pense que je suis à Lyon, hein, taxi, et ben je vais chercher une générale, c'est peut-être dans général, dans taxi.
Je vais chercher donc les pistes. Hein. Je ne sais pas sur lequel c'est. Alors là, quand ça ne vient pas, il faut cliquer là-dessus. En général, ça vient. Voilà. Bon, ben voilà, vous avez les pistes. Hein. Bon, voilà. Donc vous avez la piste de l'aérodrome de Saint-Exupéry. Donc là, mais toujours, c'est pareil, hein, c'est en mètres. Vous n'avez pas en... Ça dépend, mais là, par contre, c'est bien sûr, c'est écrit en français puisque c'est les cartes françaises. Hein. Voilà. Et puis vous avez des détails, mais c'est pas présenté toujours de la même manière. Vous voyez, c'est pas présenté toujours de la même manière. Voilà. Par contre, vous avez bien Tora, Toda, Asda, LDA qui sont là. Alors LDA, vous vous souvenez, on en a vu. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Eh bien, ces trucs, je vais vous en parler. Voilà, je vais vous en parler parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir ce que c'est que ces abréviations là pour comprendre un petit peu. Vous voyez que là, il y a une Torah qui fait 4000, 4000, 4000, 4000. Là, c'est pareil partout. Et par contre, là, on va voir que vous avez, là, c'est pareil partout aussi. Hein. Bon. Donc là, c'est pas un bon exemple. Mais si on passe sur la carte, si on passe sur, alors je vais revenir. Je suis un peu désordonné là. Je voudrais revenir sur ma carte précédente. Comment je fais là? Peut-être là, voilà. Eh bien, je vais me remettre sur EDDL. Là, je vais me remettre sur taxi. Et voilà. Alors, donc. Bien. Alors, vous voyez qu'on a Torah, Toda, Asda. Et les chiffres varient en fonction déjà des entrées. Hein. Alors là, on voit, regardez, on voit que quand vous rentrez par L1, par L2, par L3, ça varie. Et c'est ça qu'on appelle les temps. Alors, on va regarder ce que c'est. Vous voyez, ça varie. Parce que là, il y a des entrées différentes. Hein, vous pouvez rentrer par ici. Alors, il faut que j'agrandisse parce qu'on ne voit rien du tout. Bien, ça, c'est un peu l'inconvénient aussi, c'est qu'on est obligé de... Pour agrandir, c'est beaucoup moins simple que... Mais vous voyez, là, on a L9, on a L8. Ici, on a K3, etc. Bon, toutes ces choses-là, en fait, vous les retrouvez ici. Donc K3, c'est l'entrée. Hein. Donc la Torah de K3, c'est 1720. La Toda, c'est 1780. Et la Asda, c'est 2020. Alors qu'est-ce que c'est? Je dis là parce que c'est du féminin en français. Hein. Alors c'est pour ça que je dis là. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que Torah, Toda et Asda? Voilà, si vous voulez, si vous préférez. Alors, j'ai préparé à partir de ce que j'ai appris sur un site, hein, que je vais vous citer d'ailleurs, mais que bon, j'ai mis en forme un peu ça pour que ça soit peut-être plus facile à comprendre. Voilà, j'ai préparé ça. Qu'est-ce que Torah, Toda, Asda, LDA? Voilà. Donc je vais agrandir pour qu'on puisse mieux voir et je vais vous le lire. Voilà. Non, je vais le mettre en 14 par exemple. Hein, voilà, comme ça on va bien pouvoir le lire. Ok. Qu'est-ce que Torah, Toda, Asda, LDA, Clearway et Stopway? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une runway? Bon, une runway, c'est une piste, hein, d'accord. Bon. Pour préparer un vol et piloter son avion de manière sûre, un pilote doit savoir lire les cartes pour préparer ses décollages et ses atterrissages. Bon, j'espère que je n'ai pas fait trop de fautes. Pas question de décoller depuis une piste sans savoir si sa longueur sera suffisante dans le cas d'un avion très chargé. Et bien sûr, pas question d'atterrir sur une piste trop courte, une piste qui serait trop courte pour les caractéristiques de l'avion. Bon. La lecture des cartes et surtout des indications qu'elles donnent est donc essentielle. Hein. La lecture des cartes est essentielle. Et les indications sont donc essentielles pour calculer ses limites et renseigner les paramètres du calculateur de l'avion, de l'ordinateur de bord. Comme par exemple les phases de la page perf du MCDU ou les fréquences des installations au sol. Il est donc évidemment primordial de connaître ces indications, leur définition et les caractéristiques de chacune de ces informations pour décoller et atterrir en toute sécurité. Bon, voilà. Donc ça, c'était un avant-propos, mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, puisque l'occasion nous en est donnée aujourd'hui, puisque je vous parlais en fait, des cartes et de la tablette, hein, comment on remplit les tablettes tout ce qu'il nous faut pour remplir le MCDU, il nous faut des cartes. Hein. Puisque l'occasion nous en est donnée aujourd'hui, nous allons voir ce que signifient les mots Clearway, Stopway, Tora, qui est donc l'abréviation de Takeoff Road Available, et de TODA, Takeoff Distance Available, ASDA, Accelerate Stop Distance Available, et LDA, Landing Distance Available.
qui sont les différentes manières de décrire les parties principales et les extensions d'une piste pour l'atterrissage et le décollage d'un avion. Chacune de ces zones a une structure différente, une taille très précise et une utilité distincte pour l'atterrissage ou le décollage. Oui, donc c'est pas chaque chose a une signification précise qui sert soit pour l'atterrissage ou pour le décollage. En fait, on peut dire que les définitions de toutes ces zones sont liées entre elles, puisque ces zones sont des parties d'un tout qui est la piste, la runway. Bon, ça, vous connaissez la runway. Hein. La runway, c'est ce que vous voyez là-dessous. Hein. Ça, c'est la runway. Hop, le total, c'est la runway. OK, c'est la piste. Bon, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif au début, c'est vrai, mais une fois qu'on le connaît le sens de chaque chose, il sera bien plus facile de remplir tous les champs des ordinateurs de bord et des tablettes de calcul nécessaires à la préparation des phases du vol pour son bon déroulement. Bon. Pour ces explications, alors j'ai d'abord appris sur le site aviationfile.com. Bon, ça vous pouvez aller voir, c'est en anglais, mais c'est super bien fait. C'est là que j'ai appris, hein. C'est là que j'ai appris. Je ne connais pas tout par cœur, hein, mais parce que pour retenir, il faudra peut-être un peu plus longtemps. Je n'ai pas commencé il y a longtemps. Mais je voulais vous dire que c'est très important d'aller sur ce site. Allez le voir, il est bien. Mais c'est en anglais par contre. Donc je vais me servir des schémas et des figures présentes sur ce site pour vous restituer ce que j'ai compris et ce que j'ai tenté d'apprendre, hein, parce que je ne sais pas tout comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui pratiquent l'anglais, je recommande la visite de ce site qui est extrêmement bien fait. Voilà, donc. Alors, commençons par la définition du mot runway. Alors, je vais le faire en dessous. Voilà, c'est-à-dire piste. Selon l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le sens d'une piste est une zone rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre. Alors, je vais, si vous voulez, parce que ça sera peut-être encore plus clair, ça, je vais vous le faire lire voilà. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le sens d'une piste est zone rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre préparé pour l'atterrissage et le décollage d'aéronefs, ce qui signifie essentiellement qu'il s'agit de la zone utilisée spécifiquement pour le décollage et l'atterrissage d'un avion. Les dimensions des pistes varient beaucoup, des petites de 245 mètres de long et de 8 mètres de large aux immenses comme la piste de la base Hayward à Air Force aux États-Unis, en Californie, de 11 917 pieds, mètres, pardon, là, pieds c'est bien plus, hein, 39 000 pieds. Ouais. Bon, donc il y a toutes sortes de pistes, hein, mais là on va parler quand même de pistes plutôt qui nous serviront à poser des avions de ligne. Hein. De plus, les surfaces des pistes peuvent être constituées de divers matériaux spéciaux comme l'asphalte, le béton et parfois un mélange des deux. D'un autre côté, dans certains aérodromes nationaux du monde entier, les pistes peuvent simplement être une surface naturelle telle que de l'herbe, de la terre, du gravier, de la glace, du sable ou même du sel. Oui, on peut se poser sur des lacs salés par exemple. Bien que les dimensions des pistes soient généralement données en mètres en Amérique du Nord, les pieds sont généralement utilisés. Voilà, donc nous, les pistes en général, on donne les... C'est ce qu'on a vu. Hein. Ici, vous voyez, c'est en mètres. Hein, c'est ce qu'on a vu ici. Mais aux États-Unis, ils utilisent des pieds. Bon, très bien. Et souvent, dans les calculs, il faut utiliser des pieds, notamment pour le calcul ici du slope. Hein. Vous verrez, parce qu'on a des altitudes en pieds, et donc il faut utiliser des pieds aussi dans les longueurs. Voilà. Très bien. Bon. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Bon. Alors, je vais agrandir parce qu'on ne voit plus rien là. OK. Voilà. OK. Bon, là, je vais aller jusque-là parce que. Voilà. Qu'on puisse. Voilà. Sur les cartes. OK. Donc, j'agrandis, je me mets sur 14 pour que vous voyez bien. OK. Voilà. Alors, sur les cartes comme celle de Jeppesen, donc c'est celles qui sont sur Navigraph. Hein, voilà. La longueur d'une piste est donnée en pieds et en mètres, les deux. Sur d'autres, seulement en mètres et peut-être donc seulement en pieds. En pieds, j'en ai jamais vu, hein, mais bon, c'est plutôt en mètres dans les autres. Ouais. Comme on peut voir sur la carte bon, c'est des mètres hein, sur cette carte-là. Sur la carte EDDL. Bon. Ou EGKK, bon, parce que là, quand je l'ai écrit, j'étais sur EGKK. Bon. Bien. Sur Charles Fogg, bon. La définition de Clearway. Alors pour commencer, on va faire la définition de Clearway.
Vous vous souvenez que dans le fichier Excel qui nous sert à calculer, donc celui-là, hein, les valeurs à insérer dans les pages de phase de menu perf du menu MCDU, nous devons, alors j'ai oublié devons, hein, je vais le mettre, nous devons choisir yes or no, ici, hein, vous vous souvenez là. Ici, CWY. Et bien voilà, ça veut dire clearway. Voilà. Nous devons choisir yes or no. Et bien c'est le clearway. C'est la partie qui n'existe pas sur toutes les pistes. Hein. Mais souvent, voilà, il y a souvent de ça. Mais son indication est toujours visible sur les cartes d'aéroport. Donc d'où l'intérêt des cartes et de ce que je viens de vous donner comme information pour avoir des cartes gratuites. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Vous vous inscrivez sur VATSIM. Ensuite, avec votre, une fois que vous êtes inscrit sur VATSIM va vous donner des codes. Hein, donc en principe votre identifiant et puis peut-être un code secret, j'en sais rien. Voilà. Bon, je me rappelle plus. Bon, enfin, ils vous le donnent. Il ne faut pas perdre cet email. Ils vous le donnent par email. Il ne faudra jamais le perdre parce qu'ils vous donneront jamais d'autres. Hein, voilà. Donc il faut bien le garder. Et avec, ces informations que vous allez recevoir de la part de VATSIM, vous pourrez vous inscrire sur ChartFox et, comme on a vu, aller voir les cartes. Bon. Le clearway est donc une partie des pistes située au-delà de la partie damée, pavée ou revêtue. Alors, c'est ce qu'on va regarder maintenant, vous voyez ? Ça, là. Ça va au-delà, vous voyez ? Eh bien, ça, c'est le clearway. Vous voyez ? Bon. Alors, c'est une zone libre de tout type de matériaux ou d'obstacles pouvant être considérés comme un blocage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blocage si l'avion est encore au ras du sol. Quand il passe au-dessus de cette zone, il n'y a rien qui va le gêner. Hein. Il n'y a rien qui dépasse. Cette zone est surveillée et contrôlée. Alors, contrôlée si possible. Voilà, par les autorités aéroportuaires. Vous verrez que cette longueur clearway peut être comptée comme une partie de la longueur de TODA. Alors c'est ce qu'on va voir plus loin, parce que bien sûr que nous les définirons plus loin. On va voir ça plus loin. Bon. Donc vous verrez que cette longueur clearway peut être comptée dans le TODA. Dans la TODA. Moi je dis là parce que vous allez voir pourquoi. Selon la Federal Aviation Administration du département des transports des États-Unis, cette voie dégagée doit mesurer au minimum 150 mètres de large et dans la pratique, la longueur de cette voie dégagée est de 300 mètres, environ 1000 pieds. Bon, ou 1000 pieds, hein, bref. Le clearway est donc crucial pour l'exécution réussie d'un décollage quand le décollage on peut avoir besoin de toute la piste pour décoller. Et les roues se soulèvent juste à la fin de la piste, donc il faut que la suite, ça soit dégagé. Hein. Voilà, pour qu'on ne touche pas quelque chose avec le train. Voilà. Bon, pour l'avion, la clearway est donc une partie de piste de décollage aérienne. Donc vous avez compris, oui, c'est une partie de la piste qui fait partie effectivement de la piste, hein, le clearway, mais sur laquelle on ne peut pas rouler. Hein. Donc on a forcément décollé quand on est sur cette partie-là. On est tout droit, mais on est encore dans la phase de décollage. Voilà, très bien. Ça fait donc partie le clearway fait donc partie de la piste. Ensuite, alors, donc on ne peut pas rouler dessus, hein, ce que je dis. La signification de stopway, ou voie d'arrêt. Hein. Bon, le stopway est la zone qui est placée juste après la piste. Alors on va regarder ça. Hein. On va le voir un peu plus loin. Je vais vous le montrer sur les schémas que j'ai. Voilà. On peut le regarder tout de suite. Vous voyez, le stopway, c'est ça. Là, on a le clearway. Vous voyez ? Et là, on a le stopway. Alors, je vais vous dire ce que c'est, parce que c'est important de le savoir. Donc, le stopway est la zone qui est placée juste après la piste et il est utilisé lors de la réduction de la vitesse si un décollage est annulé pour une raison quelconque. Oui, parce que vous savez qu'on peut s'élancer et puis tout d'un coup se dire bah non, ça ne va pas aller, donc on peut arrêter le décollage. Donc pour arrêter le décollage, on doit savoir quelle est la longueur maximum de la piste
sur laquelle on peut s'arrêter. Sa largeur doit être au moins égale à celle de la piste et elle doit pouvoir aider un avion à ralentir sans l'endommager. C'est-à-dire qu'un avion doit pouvoir freiner sur cette partie sans l'endommager. La voie d'arrêt est centrée sur l'axe de prolongement de la piste. La longueur de la piste augmentée de la longueur de la voie d'arrêt est égale à l'ASDA. C'est ce qu'on verra après, ce qui signifie Accelerate Stop Distance Available. Donc distance disponible d'arrêt à l'accélération et représente la distance disponible pour un arrêt pendant l'accélération au moment du décollage. Bon, on va le revoir après ça. Parce qu'ils ont une utilisation limitée, alors je vais me remettre un peu là, donc c'est sûr que cette partie-là, qu'on appelle stopway, on ne s'en sert pas tous les jours, quand même, bon, heureusement. Parce qu'elles ont une utilisation limitée et qu'ils sont coûteux et que c'est coûteux à construire, bon, les pistes sont coûteuses à construire. Les stopways sont construits de manière moins coûteuse qu'une piste qu'une piste qui permettrait la pleine puissance pour un plein fonctionnement dans les deux sens. Bien sûr, elle est moins solide, si on peut dire, elle résistera moins longtemps au passage intense des avions. Donc c'est quelque chose qui n'est utilisable que pour stopper l'avion au cas où on doit stopper après s'être lancé. Voilà. Les stopways sont facilement reconnaissables donc, quand on regarde les pistes à de gros chevrons jaunes peints aux extrémités de la piste principale. Donc voilà. Donc vous avez vu leur emplacement, je vous l'ai montré avant. Bon, alors on va continuer. Alors là, on va descendre ça, puisque voilà, hop. Et je vais l'agrandir aussi. Voilà. Là, je vais agrandir ça. Pour que vous puissiez bien le lire en même temps que moi. 14. Bon. Alors, TORA. Alors, qu'est-ce que c'est que TORA? T-O-R-A. Take Off Run Available. Longueur de course disponible pour le décalage. Bon, la TORA, c'est la longueur de piste, la longueur sur laquelle l'avion peut rouler, qui est disponible pour le décollage. Alors, c'est la longueur de piste appropriée pour la course au décollage d'un avion. S'il y a un seuil décalé, alors un seuil décalé, vous vous souvenez ce que c'est, un seuil décalé? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Un seuil décalé, c'est ça, c'est K3 par exemple, ou ici K2 dans ce sens. Vous voyez, K1, K, c'est le seuil le plus long, K1, c'est un seuil aussi qui est pratiquement le même, mais qui est légèrement différent. Et ici, vous avez un seuil décalé qui s'appelle K2. Donc celui-là, il est décalé. Non, ici, vous avez un seuil décalé qui est K3, mais dans l'autre sens, pour la piste 5L, là, dans ce cas-là. Donc pour la piste 5L, soit vous décollez de K5, vous rentrez par K5 et vous décollez ici, soit vous rentrez donc par un seuil de piste décalé. C'est ce qu'on appelle un seuil de piste décalé ici. Voilà. Très bien. Donc vous avez compris ce que c'est qu'un seuil de piste décalé. Ils sont repérés par des chiffres. Donc là, vous avez L3, par exemple, qui est un seuil décalé. Et là, vous avez L6, L7, L6. Voilà. Voilà. Ce sont des seuils décalés. Voilà. L3 et L4, ici, pour la piste, pour un décollage dans le sens 23. Et puis le L6 et L7, ici, pour le décollage de la piste 5R. Là, voilà. Et puis L5, il y a même L5 ici qui est au milieu. Enfin, bon, ça, à mon avis, on ne l'utilise pas trop pour décoller. Très bien. Bon, alors vous avez compris ce que c'est qu'un seuil décollé. Bon, voilà, maintenant, je vais pouvoir continuer. Donc, s'il y a un seuil décalé, la TORA n'est pas égale à la LDA. Alors, on va voir là ce que c'est que la LDA. Après, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure quand on est dans l'avion. On a vu quand on est sur la tablette, ici, on a LDA. Alors, c'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est parce que c'est pour vous parler finalement de la LDA. Bon, très bien. Allez, on retourne sur mon truc, là. Voilà. Bon, alors, landing distance available, distance d'atterrissage disponible. Voilà. Donc, d'autre part, TORA, donc le take-off run available, la longueur de course disponible pour le décollage, n'inclut ni le stopway, ni le clearway. On est bien d'accord, ce n'est pas fait pour le stopway, n'est pas fait pour qu'on roule dessus, c'est pas fait pour. Et le clearway, bien sûr, pas du tout, puisque c'est là carrément, il n'y a pas de revêtement, c'est la terre battue là. Bon, voilà.
Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la Torah, c'est-à-dire la longueur de course disponible pour le décollage, est 15% plus courte que la longueur totale de la piste. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Torah, si on veut regarder ici par exemple, hein, ça c'est Torah, là, eh bien, cette longueur-là, ça représente 15% de la longueur de la piste. Voilà. Donc là, quand on vous donne la Torah, c'est ça. Hein, voilà. Donc ici, on l'a, je ne me rappelle plus où on peut trouver, je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est ici, je crois. On doit les avoir par là. Bon, là, c'est les longueurs d'essai de piste, mais bon, la Torah, on la trouve, il faudrait rechercher, mais on la trouve par là. Voilà. Donc, on le trouve sur les cartes. Hein. En tout cas, on l'a vu sur la carte qu'on a regardée là, sur ChartFox. ChartFox, je vais vous montrer, voilà. Ici, vous voyez, Torah. Ok, c'est là. Voilà. Donc, c'est la longueur disponible, c'est la course disponible pour le take-off. Voilà. Ok. Bon, je reviens à mes oignons, là. Hop, voilà. Très bien. D'autre part, là, voilà, la Torah, voilà, c'est bon, on a tout vu. Alors, regardez. Ici, on va regarder bien ça parce que la Torah, c'est donc cette partie-là. Donc, on peut, ce qu'il faut, c'est quand on veut décoller, c'est ce qu'il faut. Hein. Quand vous arrivez par la runway, là, par le seuil de piste, il faut essayer de prendre la piste le plus loin possible ici. Hein. Vous voyez ? Plus loin possible. C'est-à-dire, quand on regarde la carte, vous arrivez par exemple sur la piste 23R, hein, eh bien, voilà, quand vous arrivez sur la piste 23R, il vaut mieux passer par K que par K d'une certaine manière. Hein. Si vous passez par K, vous arrivez ici et vous avez la Torah qui est là. Voilà. Donc, alors que si vous passez par là, bah, vous en perdez un petit bout. Vous voyez ? Voilà. Très bien. Bon. Allez. Bon, alors maintenant, il faut que je retrouve ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Bon. Donc, voilà. Alors, après, on va passer à autre chose. Hein. Voilà. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Alors, je mets sur 14, ça va être plus facile à lire. Voilà. Et puis, bon. Alors, Toda, maintenant, c'est Toda. Hein. La Toda, moi je dis la Toda parce que là, c'est la distance de décollage disponible. C'est pour ça que je dis là, hein, voilà. Bon, c'est take-off distance available. Bon. La Toda est la longueur de piste plus la longueur de la clearway, s'il y en a une. C'est-à-dire, la longueur de piste, c'est ça. C'est tout ça. À partir de là, jusque là. Plus ça. Alors, ça veut dire que ça comprend la stopway, bien sûr. Plus ça. C'est ce qu'on appelle la Toda. La Toda est la longueur de la piste la plus longue, plus la longueur de la clearway, s'il y en a une. Dans le cas où il n'y a pas de clearway, la Toda est identique à la Torah. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. La Toda, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, on est bien d'accord. Oui, bah c'est ça. Oui, alors bon, il dit le Torah n'inclut ni le stopway ni le clearway. Donc on est bien d'accord que le stopway fait partie de la clearway. Hein. Donc quand on vous dit que sur la Toda, la longueur de la clearway plus la longueur de la clearway, c'est de la clearway jusque-là. Par contre, on considère qu'il n'y a pas de clearway, qu'il n'y a pas de stopway s'il n'y a pas de clearway. Voilà. Donc la longueur, ce serait ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, en bref, Toda égale Torah plus clearway. Voilà. Donc c'est ça, plus ce qui est en vert. Là. Voilà, la longueur verte. Bon, après, ici, ça c'est Asda. Alors, on va le faire en 14 aussi. Qu'est-ce que c'est que Asda? C'est Accelerate Stop Distance Available. L'Asda est défini comme la somme de LDA, alors bon, on n'a pas encore vu LDA, plus Torah, le cas échéant, et Stopway en plus.
En cas d'interruption du décollage, l'avion peut être immobilisé soit sur la piste, soit sur la voie d'arrêt ASDA. Mais la voie d'arrêt ASDA ne doit pas être utilisée comme TORA en raison de la structure de la zone dégagée. Bon, d'accord, on ne peut pas aller là, bien sûr, c'est pas fait pour décoller. Hein. Donc voilà. Par contre, pour s'arrêter, on peut aller jusque-là, voilà, pas plus loin. Voilà. On est d'accord. Alors, donc voilà, on voit Torah, Asda, c'est là. Ça s'arrête là. Bon, alors c'est des mots, c'est difficile à... En fait, ce qui est difficile à retenir, c'est juste les mots, les abréviations, parce que c'est facile à comprendre. Hein. Bon. Et puis alors, donc, il nous reste la LDA. Bah, ça, vous avez compris ce que c'est que la LDA. Je vais vous l'agrandir. Hein. Vous avez compris tout de suite il y a longtemps. Mais je vais quand même vous le montrer. Donc, la Landing Distance Available, hein, LDA. Donc là, je l'ai mis 2 fois, je vais l'enlever une fois. OK. C'est la distance d'atterrissage disponible. Donc la LDA est la portion de longueur de piste déclarée disponible et adaptée à l'atterrissage d'un avion. S'il y a un seuil déplacé, LDA commence à partir du début du seuil déplacé. Bon, voilà. Sinon, le début du seuil est le point de départ de LDA. Voilà. Donc LDA, c'est là. Hein, c'est l'entrée sur la piste. Vous avez compris? Landing Distance Available. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de LDA, c'est pas seulement pour atterrir, c'est aussi pour décoller d'une certaine manière. Hein, voilà. C'est une distance d'atterrissage disponible, mais si vous rentrez par le point K3, comme on a vu tout à l'heure, hein, eh bien, ça sera la LDA, ça sera la distance qu'il y a du point K3 jusqu'au bout de la piste. C'est-à-dire que ça sera, ou K2, hein, voilà, K3 c'est là, bon, donc la distance, ça sera celle d'ici, au moment où vous rentrez sur la piste, jusqu'à là. Voilà. Ça sera ça, la LDA. Bien sûr, si vous rentrez par K5, là, eh bien, ça sera de là à là. On est d'accord? De là à là. Voilà. Voilà ce que c'est que la LDA. Bon, alors la LDA, c'est simple à comprendre, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Voilà, c'est la piste, en fait. Voilà. C'est la piste sans rien autour. Voilà. Et c'est la piste, en fait, au départ, c'est la piste qui vous reste à parcourir. Par exemple, si on se prend le K3 pour la piste 0,5L, on cherche ici la piste 0,5L, c'est ici, et vous voyez que le K3, c'est 5643 pieds, donc 1720 mètres. Voilà. Le LDA, dans ce cas-là, c'est 1720 mètres. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Très bien. Bon. Bah écoutez, pour ça, j'espère que vous avez bien compris. Alors, vous n'allez pas vous en servir tout le temps, mais quand même, si. La LDA, déjà, vous en servez hein, quand vous êtes ici, hein, puisqu'on n'a rien d'autre pour calculer les take-off, il n'y a rien de plus juste que ça. Hein. Moi, je le garantis. Moi, je ne connais rien de plus juste que ça dans la simulation de l'A32NX pour l'instant. Voilà. Donc, on parle bien d'A32NX. Et il y a quelqu'un qui m'a, sur ma dernière vidéo, qui m'a fait une réflexion. Il me dit, mais c'est valable que sur la 32NX. J'ai bien dit, c'est valable que sur la 32NX, ça, on est d'accord. Mais c'est quand même fait pour. Voilà. Et c'est fait spécialement pour la 32NX, c'est-à-dire pour un A320, attention, pour un A320 Neo, hein, avec des moteurs CFM LEAP 10A. On est d'accord. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas tordu du tout, c'est ça. Et c'est beaucoup plus juste que ce que vous avez sur FMS. Je maintiens ça, hein, je me maintiens parce que je l'ai calculé. Je le maintiens que c'est beaucoup plus juste que ce qu'on a sur FMS Info. Je vous le dis. Voilà, très bien. Bon, alors je le redis parce que je veux bien vous expliquer des trucs. Ça me dérange pas même que vous soyez pas du même avis que moi. Ça, pas du tout. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on dise quand on dit que ce que je dis c'est pas vrai, je ne veux pas qu'on le dise quand il n'y a pas de raison de le dire. Voilà. Bon, voilà. Ça, j'en suis sûr. Ça, c'est quelque chose de juste. Hein. Voilà. Vous pouvez y aller. Voilà. Et ça aussi, d'ailleurs. Mais vous avez encore une autre manière de calculer les choses, qui est maintenant pour le landing, pour l'atterrissage, pardon. Pour l'atterrissage, ça c'est le landing. Hein. Mais pour l'atterrissage,
Donc oui, pour le landing, c'est ce qu'elle dit, c'est la même chose. Hein. Pour le landing ici, vous avez exactement la même chose ici, c'est la même chose, ça va vous calculer les mêmes choses. Et il y a les mêmes, il faut remplir exactement les mêmes choses. C'est-à-dire quand vous calculez un landing, hein, on est d'accord, avec ça, là, quand vous calculez un landing avec ça, eh bien il faudra quand même remplir ça avant. Hein. Et après vous pourrez calculer le landing. D'accord. Pour le même vol. Voilà. Très bien. Parce qu'ici, vous pouvez avoir des renseignements. Enfin bon, apparemment, ici, les renseignements qu'on vous demande, ils ne sont pas très importants. Hein. Ça, c'est vraiment pour le take-off et ça, c'est pour le landing, oui, en fait. Parce que les renseignements qui sont là, ils ne peuvent pas tellement servir à ici. Bon, voilà. Là, il y a quelque chose de très important, j'ai vu, c'est de calculer d'abord le forward centre de gravité, qui veut dire, alors je vais vous dire ce que ça veut dire ça, le forward centre de gravité. C'est une manière de, il faut faire un choix hein, pour le centre de gravité, pour mettre, si on veut charger plus à l'avant ou plus à l'arrière l'avion. Bon, alors ça, il faudrait qu'on demande, alors s'il y a quelqu'un qui peut me le dire, qu'on demande à ceux qui sont capables de nous le dire, ce que signifie, comment on doit régler ça. Est-ce que je dois, quand on fait, moi apparemment, mon centre de gravité, il est toujours à l'avant. Hein. Bon, il est toujours à l'avant du lift. Hein. Bon, d'accord. Bon, alors, mais quand il est très à l'avant, alors il y a une manière de le mettre très à l'avant. Hein, on répond yes, et quand on ne le met pas très à l'avant, on répond no, je pense. Hein. Vous voyez. Et ça change, vous voyez, ça change quelque chose ici. Quand on fait no, là, 1710, 1360, yes, 1745, 1388. Donc, il faut avoir le centre de gravité, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus de temps pour s'arrêter. Voilà. Bon, et une autre chose aussi que je voulais voir, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je voulais regarder ici quelque chose que j'avais peut-être pas, que j'ai recherché. Attendez, je cherche où c'est. Landing technique. Landing configuration. Voilà. Donc la configuration de landing, bon ça vous savez ce que c'est. Hein. Enfin, je vous le montrerai sur la. C'est dans. Vous allez vérifier ça dans Perf. Dans Perf à l'atterrissage. Hein. Break mode. Voilà, bon, ça vous choisissez aussi votre manière que vous voulez d'atterrir. Je vois pas bien quoi d'autre. Là j'ai reverse. Là, donc VLS. Bon, je sais pas là. Je peux pas vous dire exactement. Je me rappelle plus ce que je cherche là. Ah oui, mais c'est pas là-dedans que je l'avais vu, c'est là. Vous voyez, ici, vous avez l'overweight procédure. Voilà. Alors, l'overweight procédure, ça veut dire que si vous êtes trop lourd à l'arrivée, ce qui peut arriver, hein, ça peut arriver que le poids que vous avez de la masse de votre avion est plus forte que celle qui est renseignée, qui est donnée par Airbus, par exemple, hein, et ben vous pouvez quand même vous poser. Hein. Mais c'est une procédure d'overweight, hein, de poids dépassé d'une certaine manière. Voilà. Donc cette procédure de poids dépassé, en fait, vous vous posez exactement comme d'habitude, mais il faut quand même le renseigner parce que ça peut agir sur la longueur de votre sur la longueur la distance que vous aurez pour vous arrêter. Voilà. Donc, voilà. Alors, cette overweight procédure, elle est suivie pour un atterrissage effectué à une masse supérieure à la masse d'atterrissage maximale prévue par le concepteur de l'avion, c'est-à-dire Airbus, pour ce type d'avion, c'est-à-dire la 320 Neo. Bon, cette procédure permet un atterrissage
en toute sécurité, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est une procédure d'ailleurs qui se fait avec la même technique d'atterrissage que celle d'un atterrissage en poids normal. Hein. C'est exactement la même. La seule chose qui change, c'est qu'il devra y avoir il faut qu'après un atterrissage en overweight, il faut qu'une requête soit faite pour que des contrôles soient faits sur l'avion pour surcharge. Voilà. Donc là, après un atterrissage en overweight, il faut qu'il y ait des contrôles qui soient faits par des techniciens. Voilà. Je pense surtout, sans doute, au niveau des trains d'atterrissage, hein, parce que bien sûr, ça appuie plus sur le train d'atterrissage en principe. Voilà. Enfin bon, c'est une... Là, bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas comment ils peuvent le calculer. Il y a sans doute une procédure, une technique au niveau de l'atterrissage qui est donnée aux pilotes, mais que je ne connais pas. Donc il faut mettre yes si vous êtes en overweight. Donc ça, ce qui veut dire que ça, ces performances que vous avez là, il faut les calculer quand vous êtes dans l'avion et prêt à atterrir, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez savoir qu'à ce moment-là. Déjà, comment savoir si vous êtes en overweight? Vous ne le savez pas. Parce que vous pouvez très bien avoir prévu un voyage un peu plus long et puis que finalement, avec les vents, etc., ça va plus vite, ou bien que vous vous posiez sur un aéroport beaucoup plus proche et que donc vous n'avez pas pu consommer tout votre carburant et que donc vous allez vous poser avec un avion plus lourd que ce qui était prévu. Voilà. Donc, ça, c'est à quelque chose. La performance landing, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut faire pendant qu'on est dans l'avion et avant de se poser, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est important. Bon, vous remplissez tout ça. Bon, la wind direction, vous savez, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu avant, hein, température, etc. Ça se trouve sur les cartes, sur les métards. Bon, il n'y a rien de compliqué. Le slope, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois comment ça se calcule. Il peut être négatif ou positif. Vous savez qu'on commence toujours par calculer le slope, la différence de piste, la différence de hauteur de piste par le bout de la piste, hein, c'est-à-dire celui vers lequel on se dirige, et qu'on retranche celui du départ, ce qui vous donne soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif, soit quelque chose d'égal à 0 d'ailleurs. Hein, bon. Mais si c'est positif, eh bien il faudra laisser positif. Si c'est négatif, il faudra mettre un moins devant votre slope ici. Hein. Voilà. Le runway slope étant un pourcentage qui se calcule de la manière suivante. Vous prenez la fin de la piste, vous retranchez le début de la piste, vous obteniez une valeur. Cette valeur, vous la divisez une valeur en pieds, parce que donc, les altitudes de piste sont données en pieds. Donc, vous prenez la longueur de la piste en pieds, et la longueur de la piste en pieds, eh bien, vous divisez donc ce que vous avez trouvé, la différence donc, entre le début de la piste et la fin de la piste, enfin la fin de la piste et le début de la piste, vous le divisez par cette longueur de piste en pieds, et là, vous trouvez quelque chose que vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, ça vous donne le pourcentage de la piste. Et si ce pourcentage, si la piste est en pente, je veux dire en descente, bien sûr, elle est toujours en pente, que ça monte ou que ça descend. Mais si la piste est en descente, vous mettez un moins devant, et si la piste est en montée, vous mettez rien devant. Voilà, très bien. Voilà, j'ai expliqué là. Donc, le LDA, vous avez vu ce que c'est. C'est la longueur de piste. Hein, qui est disponible pour l'atterrissage. Voilà. Donc en fait, la longueur de la piste normale. Voilà. Et si vous prévoyez d'atterrir un peu plus loin sur la piste, c'est-à-dire, eh bien, il faut bien renseigner dans cette LDA le point de piste où vous allez atterrir. Hein. C'est-à-dire que vous réduisez la piste, en fait. Voilà. Ouais, bon, je crois que vous avez compris ça. Bon, enfin, en général, là, vous mettrez toujours la longueur de la piste. Hein. Voilà. La longueur d'atterrissage. Bien. Bon, la vitesse d'approche. Alors, la vitesse d'approche, vous savez où vous la trouvez. C'est ce que je vous disais. Vous allez dans les perfs. Une fois que vous avez rempli votre page dans perf, votre phase d'approche, vous remplissez. Donc, vous rentrez le QNH, toutes les valeurs qu'il y a à rentrer. Vous vous souvenez. Bon. Et, je pourrais vous le montrer. Vous l'avez déjà eu 10 fois. Hein. Donc, mais je vous le remontrerai après.
Donc vous cherchez, la vitesse d'approche, elle est notée. Hein. Ça va être dans les 136, 138, 135. Bon. Ça va être une valeur comme ça sur un A320NX. Néo. Voilà. Bon, c'est entre 130 et 140 en général. Ou entre 135 et 145. Voilà. À peu près. Ça peut être, voilà. Donc cette vitesse, elle est notée quand vous avez calculé votre approche. Ça se calcule tout seul et vous regardez la vitesse d'approche, vous la renseignez ici. Bon. Le poids, c'est le poids à l'atterrissage. Hein. Donc le poids à l'atterrissage, eh bien, vous le savez sur votre plan de vol. Hein. Si vous voulez que je vous montre un plan de vol, bah, je vais vous le montrer. Ça ne doit pas être très compliqué à trouver là. Je vais essayer de retrouver. Voilà, mon plan de vol, il est là. Je vais faire ça, print, ok. Vous allez le voir. Alors, si vous le faites en easy, c'est hyper facile, comme c'est easy. Hein. Ouais, parce que vous avez landing weight. Vous voyez, le landing weight théorique, hein, en principe, vous devriez arriver à ça. Bon, ça peut varier un tout petit peu. Et vous voyez qu'on a un maximum de 66 000 pour cet avion. Hein. Donc, vous savez que vous êtes en overweight quand vous dépassez 66 000, le poids de 66 000, la masse. Hein. D'accord. On est d'accord ? Donc, ce n'est pas difficile. Quand on arrivera là, on est à 64 576 kilos. Hein, 64 500. Donc, c'est ce que vous rentrez dans la tablette à cet endroit-là. Voilà. En kilos. Voilà. Vous voyez ? C'est pas difficile, vous le rentrez en kilos là. Vous avez juste à recopier ça. Et bon, si c'est bien sûr c'est théorique. On peut le vérifier quand même, je ne sais pas exactement comment, en regardant dans le MCDE, vous pouvez le voir, hein, ce qui vous reste comme fuel. Vous regardez même sur les cams, hein, vous l'aurez, hein, ce qui vous reste comme fuel. Donc vous pouvez le rentrer là, il n'y a pas de problème. Soit vous le rentrez en théorique, si vous êtes loin d'atterrir, soit vous le rentrez en réel si vous êtes proche d'atterrir. Voilà. Et là, la configuration, ben, c'est soit full flap, soit seulement les 3 premiers écrans de volet. Hein, voilà. Donc ça change ici. Vous voyez que là, c'est forcément overweight procédure, non. Hein, voilà. Ça vous met tout de suite que ici, non. Alors en principe, je pense que vous allez très certainement atterrir très souvent en full flap. Hein. Voilà. Très souvent. Voilà. Très bien, ici vous choisissez donc overweight procédure en fonction de ce qu'on a vu là, hein, le poids, et ben vous mettez yes ou un autre, hein, c'est pas plus difficile que ça. Donc voilà. Donc c'est pas très compliqué ça à remplir. Et les reverse, ben, vous mettez yes parce que moi je mets les reverse quand j'atterris, voilà, très bien. Mais vous n'êtes pas obligé. Et ça vous donne ici, hein, vous aurez les valeurs, les valeurs qui seront ici. Hein, que vous verrez s'afficher ici, eh bien, ce sont les valeurs que vous réglez ici. Hein. C'est-à-dire que ici, voilà, ça dépend si vous avez réglé low, medium ou max. Max manuel, hein, c'est ça, c'est la même chose. Voilà. Mais en fait, ce que vous aurez à remplir souvent, c'est max. C'est medium ou low. Hein. Max, c'est manuel et ça s'utilise très peu souvent. Enfin, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Hein. Donc, c'est medium ou low. Max, voilà, c'est vraiment si vous avez une piste très courte. Alors là, il faudra faire activer, je ne sais pas quoi d'ailleurs, manuellement. Voilà, les freins, il faudra les activer manuellement. Ça, je ne sais pas bien comment il faut faire. J'aimerais qu'on me le dise d'ailleurs. Parce que je ne sais pas ce que c'est que max manuel. Max. Bon, bref. Medium, c'est peut-être simplement, hein, je vais vous dire, c'est peut-être simplement quand on arme ici ça, hein, c'est peut-être les speed breaks. Hein. C'est-à-dire qu'automatiquement, à l'atterrissage, ça va nous mettre soit sur l'eau, c'est-à-dire pratiquement zéro, soit sur moyen, soit sur full, mais full, il faudra le mettre en manuel. Voilà, très bien. Voilà ce que j'ai compris, moi. Hein. Bon. S'il y en a qui veulent m'expliquer mieux, eh ben, ils peuvent. Voilà. Donc, je ne vais pas appeler ça un tuto, je vais appeler ça une conversation. Bon, puisqu'on a cette nouvelle tablette qui a une grosse avancée, hein, parce que bien sûr, là on a le landing, mais un de ces jours, on aura aussi peut-être, on pourra calculer. Bon, le landing, on est obligé de le faire pendant le vol, alors que le take-off, on peut le faire avant le vol. Donc, à la limite, il n'y en a pas vraiment besoin ici. Sauf si on se sert de ça pour faire le calcul que je vous ai montré ici. Mais moi, je trouve que ça serait pas mal qu'on ait sur la tablette ce calcul-là.
Ce qui nous permettrait, au lieu d'avoir ça, hein, de calculer directement notre take-off sur la tablette. Voilà. Moi, je trouve que ça serait bien. Voilà. Bon, enfin, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Je pense que ça doit être prévu parce que ça serait quand même super qu'on puisse avoir un truc pour le take-off. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Vous avez vu, bon, ce que je voulais vous dire. Alors, je vais résumer quand même ce que je voulais vous dire. Il y a eu des hésitations dans ce truc-là. C'est un peu long, c'est un peu décousu. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, finalement, c'est même dans mes hésitations, vous pouvez aussi vous douter que je suis comme vous. Hein. J'apprends. Donc, quand on apprend, eh ben, il faut se poser des questions. Et quand on se pose ces questions, eh ben, souvent, on cherche des réponses et on les trouve. Donc, voilà. Donc pour finir ça, au fait, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez rempli tout ça, eh ben, vous cliquez sur calculette. Hein, voilà. Puis après, ça vous affiche tout ici. Voilà. Alors là, bien sûr, on a mis n'importe quoi. Donc ça nous donne des résultats qui sont complètement fous. C'est pour ça que c'est rouge. Hein. Et puis après, on peut faire clear. Bon, voilà, très bien. Ok, je ferme ça. Bon, alors, donc on a vu déjà ça sur la tablette. Bon, ça, c'était pas le plus important. Ce qui était le plus important que je voulais vous montrer, c'était donc, je vous le remontre, ces cartes-là. Pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas et qui ne veulent pas payer parce qu'ils trouvent que c'est cher, et c'est vrai que c'est cher, qui ne veulent pas avoir Navigraph. Hein, pour ceux-là, et qui veulent quand même avoir des cartes qui sont très valables, eh bien, je vous redonne, je vous remontre hein, voilà, ce ChartFox. Hein, voilà. Vous voyez, c'est quand même super. Voilà, ChartFox. On va repasser sur la page d'entrée. Donc, une fois que vous êtes logué une fois sur ChartFox, donc à l'aide de VATSIM, hein, il faut avoir les codes VATSIM, hein, à l'aide de VATSIM, eh bien, de votre username VATSIM, vous le mettez là, paf. Et puis, enfin, vous le rentrez une bonne fois ici, je ne sais plus où c'était, oui, c'était avant. Et puis après, ici, bah, vous avez juste à rentrer, par exemple, LFLL, hein, voilà, c'est Lyon, load, hop, et vous arrivez sur LFLL, vous voyez, on y est. Et si vous voulez voir le taxi, la carte voilà, vous cherchez dans taxi, et ben vous cherchez les cartes. Alors c'est moins clair, c'est moins facile à chercher. Bon, si ça vient pas, là vous pouvez try going direct, hein, ça va plus vite. Voilà, ok, voilà, ben, vous l'avez, très bien. Et là vous avez la carte qui est bien affichée avec tout. Regardez, vous avez tous les détails. C'est bien fait. Hein. Ça c'est fait par l'aéroport lui-même. Hein. Donc c'est juste là, tout ça. Voilà. Et bon alors que ça soit à jour. Je ne sais pas, hein, mais en principe, ça devrait être à peu près à jour, hein, parce que sinon, on nous le dirait. Voilà. Alors, le seul défaut, si vous voulez, que par rapport à... C'est que d'abord, ce n'est pas toujours la même présentation, que c'est un peu moins facile, que vous ne pouvez pas voir votre avion, comme ici, vous ne pouvez pas voir votre avion dessus, vous ne pouvez pas agrandir vos cartes, vous ne pouvez pas les incruster, vous voyez. Si vous êtes à Lyon, bah, si vous êtes sur l'aéroport de Lyon, bah, vous pouvez incruster votre carte. Là. Bon, mais là, on ne peut pas parce que j'ai pas chargé de plan de vol. Mais si j'avais un plan de vol chargé, là, là, bon, vous ne pouvez pas charger directement un plan de vol non plus. Hein. Vous ne pouvez pas faire un plan de vol à partir de ça. Vous avez les cartes. Voilà. Mais c'est déjà très important. Hein, voilà. Très important. Et quelque chose qu'on pourrait essayer de faire, je ne sais pas, mais je n'ai pas essayé, mais regardez, quand on est là, on peut chercher par exemple, qu'est-ce qu'on connaît comme... LFPG, c'est Paris Charles de Gaulle, hein, on va le chercher. Bon, c'est un grand aéroport. Alors, je chercherai peut-être un aéroport plus petit la prochaine fois, mais donc on va sur taxi, on va voir ici si on a la carte de l'aéroport. Mais à mon avis, on va la voir. Voilà, voilà Charles de Gaulle, c'est là. Hein. Et puis si on va à Nantes, c'est LFRN, je crois. Je ne me rappelle plus bien. Ou c'est Rennes. Bon, bref, peu importe, on va faire LFRN, l'Aude. On va savoir tout de suite ce que c'est d'ailleurs. Ça. Et regardez. En principe, voilà, on a Rennes-Saint-Jacques. Voilà. Eh bien, voilà, et vous avez donc les cartes de Rennes-Saint-Jacques. Alors, il faut bien sûr, pour le taxi, c'est là. Hein, voilà. On va remettre sur taxi. Alors, ça peut mettre du temps à charger. Try going direct. OK. Voilà, et ben voilà. On a l'aéroport avec tous ces... Voilà, avec tout ce qu'il nous faut. Vous voyez, Tora, Toda, Asda, LSDA. Voilà. On a toutes ces valeurs qui peuvent nous servir. Et ici... d'autres valeurs encore, enfin, qui seraient longs à expliquer. Voilà, bon, alors,
c'était surtout pour ça que je voulais le faire. C'était pour vous remontrer aussi que ça, c'est utile, hein, exactement comme pour d'autres choses. Ça, c'est utile aussi. Voilà. Donc, je vous le montre. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est utile pour la répartition des masses. On est d'accord. Hein, c'est bien. Pour moi, c'est très utile. Vous pouvez régler vos réservoirs. Hein, donc là, ils sont bien réglés d'ailleurs. Vous passez en kilos et vous aurez les réponses en kilos. Tout ça, c'est utile. Voilà. Tout ça, c'est juste. Ce qui ne va pas, c'est le zéro fuel weight centre de gravité, puisqu'on n'est pas sur le même avion et que je vous ai expliqué comment ça se règle, ça. Hein. Voilà. Et puis, les performances qui ne sont pas forcément justes ici. Bon. Et bien sûr, ça vient du centre de gravité. Si le centre de gravité était juste, tout ça, ça serait juste. Mais là, le problème qu'on a ici, c'est que c'est basé sur un centre de gravité d'A320, mais pas d'A320 Neo. Donc forcément, c'est obligé que ça change. Là, c'est l'A32NX, il y a un A320 Neo. Donc ça, c'est forcément juste. Voilà. Ça ne peut pas être plus juste. Un A320 Neo avec des moteurs CFM. On est d'accord. Et avec les valeurs, bien sûr, paramétrées par A32NX pour ressembler le plus possible à un A320 Neo. Parce que l'A320 Neo, c'est une bête qui fait 41 tonnes. Et là, notre ordinateur, il fait 2 kilos. Bon, donc 3 kilos. Bon, donc voilà, c'est un peu différent. Mais on essaye de reproduire en simulation exactement ça. A32NX, ils ont essayé de reproduire en simulation exactement le comportement d'un A320 Neo avec des moteurs CFM. Et notamment, ils ont mis d'origine, hein, ce que je vous ai montré l'autre jour, le centre de gravité de base de l'avion quand il est nu, c'est-à-dire quand il est à 41 tonnes pile, puisque c'est son poids. Je crois que ça fait 41 050 kilos, hein, exactement, hein, un A32NX. Eh bien, on a un centre de gravité que je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne me souviens plus exactement, mais de base qui est autour de 26,90, je crois, quelque chose comme ça. Bref, vous avez qu'à le voir, de toute façon, c'est marqué en haut et on peut le regarder tout de suite si vous voulez, hein, c'est pas dur. Pour le voir, regardez. Voilà, votre centre de gravité, je vais vous le montrer tout de suite. Là, il est à 26,90. Et là, c'est ce qui est réglé de base pour l'A32NX, hein, puisque là, on est dans l'A32NX. Donc ça, c'est notre base. Si vous étiez sur un A320, eh ben, vous pourriez faire varier ça comme vous voulez. Hein. Bon, très bien. Voilà. Alors, je pense à une chose aussi, qui peut peut-être expliquer la position du CG vide. Donc 26,90, on a dit, hein, 26,90, c'est la position où ça, de base, alors 26,90, alors je vais essayer de retrouver, c'est très difficile à régler là. Voilà, 26,90. Bon, regardez, si je mets tout à zéro, là, regardez. 26,90, c'est 41 tonnes 0,5 kg, c'est pas 50 kg, c'est 41 tonnes 5 kg. Et regardez, c'est la position du centre de gravité quand il est centré pile-pile. Voilà. Maintenant, quand tout à l'heure on parlait d'un centre de gravité qui sera avancé, hein, alors peut-être qu'on peut régler son centre de gravité différemment. Vous voyez, on peut peut-être le mettre à 23 par exemple. Hein, et à ce moment-là, quand on le met à 23, ça veut dire que le chargement sera différent de ce que vous avez ici. Là, ce qu'on a comme centre de gravité, ce qu'on a comme répartition des masses ici, c'est la répartition des masses pour le poids de base, le centre de gravité de base de cet avion qui est à 26,90. Voilà. Donc ce que vous avez ici, hein, voilà, ce que vous avez ici, toutes ces valeurs là, c'est calculé pour un avion qui est réglé de base à ça. Si vous avancez le centre de gravité et que vous mettez l'avion de la même manière, eh bien c'est vrai que le centre de gravité va s'avancer là. On est d'accord. Le centre de gravité de l'avion va avancer, hein, donc on sera plus chargé à l'avant. Ce qui a des avantages notamment au niveau de
du pilotage de l'avion. C'est plus facile de piloter un avion qui a un peu de centre de gravité vers l'avant. Voilà. Par contre, ce qui implique qu'on met un peu plus de trim, bien sûr. Voilà. OK? Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que là, on est d'accord. Donc, enfin, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce que je vous dis. Voilà. Et maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous avez même le droit de me le dire, mais pas en disant que je dis ce que quand on dit que ce que je dis est faux, il faut me dire pourquoi. Et là, je l'admets. Voilà, très bien. Bon, donc, bon, là, oui, je suis un peu remonté quand la personne qui m'a dit ça, parce que c'est facile de critiquer quand on n'a rien à dire d'autre. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que ça, ici, c'est faux, donc qui implique que ça, c'est pas juste. Voilà, très bien. Ce qui est juste, en fait. Alors, le zéro fuel weight centre de gravité, vous avez vu comment on le calcule. Voilà. C'est facile. Vous remplissez votre avion ici selon tout ce qu'il y a là, selon tous ces poids là. Vous les mettez là. Et ce que vous voyez ensuite ici, eh ben, quand vous avez rentré ça, sans le carburant, juste ça, eh bien, ce que vous voyez ici, c'est le centre de gravité. C'est le zéro fuel weight centre de gravité. C'est ça. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut en suivre. Voilà, allez, ce coup-là j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt les amis. Je sais que quelquefois je pinaille un peu sur des choses, peut-être. D'ailleurs, je vais vous dire, pour moi, c'est même pas pinailler, c'est m'intéresser aux choses. Parce que pinailler, oui, pourquoi je pinaillerais? J'ai pas que ça à faire dans la vie. Mais j'aime comprendre. Voilà. J'aime comprendre et j'aime apprendre. Donc si vous avez des choses à m'apprendre, et non pas à asséner sans expliquer, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si on me dit les choses et qu'on m'explique, eh ben ça, j'aime apprendre. Voilà. Donc je vous le dis les amis, si vous avez envie de me faire apprendre, eh bien n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires et puis je chercherai en fonction de vos commentaires. Je les appliquerai quand vous m'aurez donné les raisons, etc. Et voilà. À bientôt les amis. À bientôt.